Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je reviens cette fois-ci encore pour parler d'un autre DVD de catch sur la WWE. Alors bien sûr, ces temps-ci j'étais un petit peu absent, notamment pour assister à deux shows, l'un du côté de Douai pour Supreme Rumble pour la CACC en France, et de l'autre côté à Framery en Belgique pour Bodyzoy Milestone, auquel certes je les ai filmés, mais je les garde pour mon bien personnel, parce que je me dis, après tout, tout ça je le garde pour mon bien et rien de plus. J'aurais bien voulu le mettre sur la chaîne, mais avec les différents contractuels ou je ne sais pas d'autres, je préfère tenir ça un peu hors de côté, quoi. Enfin, je préfère mettre ça de côté pour éviter avoir les désagréments, encore une fois. Mais bon, là n'est pas là pour parler de ça. Là, on a la question pour parler d'un autre DVD de catch. Et du coup, ce DVD de catch sur la WWE auquel je vais en parler, c'est tout simplement WWE World Wrestling Entertainment Live in Italy, donc avec Raw, ECW et SmackDown. Donc oui, on va parler de trois shows weekly, donc les shows hebdomadaires qu'on a l'habitude de voir chaque semaine, sauf pour la ECW, vu comment vous savez que la ECW ça n'existe plus pour Extreme Championship Wrestling. Donc voilà tout. Avec à l'affiche John Cena et Randy Orton, et à l'époque c'était en 2007. Au cas où j'aurais oublié de préciser. Donc oui, Live in UK 2007 avec Raw, ECW et SmackDown. Donc c'est l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, je vais un petit peu me rapprocher. Donc j'espère que ça va pas poser de problème. Normalement, ça devrait aller. Et on va partir crescendo directement pour ce show Live in Italy du côté de Milan. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est WWE, Raw et SmackDown WrestleMania 23 Revenge Tour. Donc auquel, certes, il y en a pas mal à en parler, même si pour du côté de SmackDown, on est déjà aux 400 épisodes, vu comment il est marqué là et là. Mais bon, je pense que vous avez enfin compris. Donc en langue, on a la langue anglaise et la langue italienne, tout simplement. Et du coup, je vais partir du côté de Raw, si vous me permettez. Alors, l'introduction de Jonathan Coachman qui nous introduit Mr. Vincent Kennedy, Vince McMahon, ou Vince McMahon tout simplement, ou Monsieur McMahon, comme vous voulez. Alors, qu'il est là pour nous souhaiter la bienvenue à Raw du côté de Milan en Italie, et que tout simplement, il va proposer que son protégé de l'époque, on va dire ça entre les guillemets, Umaga et Armando Alejandro Estrada font leur entrée. Et du coup, ce qu'ils ont idée, vu comment Vince McMahon est toujours en rivalité contre Bobby Lashley, oui, parce qu'en sachant qu'entre-temps, Bobby Lashley, il a récupéré le titre du monde poids lourd de la ECW des griffes de Vince McMahon. Eh ben Vince McMahon n'en a pas fini avec Bobby Lashley. Et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est organiser un open challenge, que ce soit un catcheur ou les gars dans le public qui pourraient défier son Samoan Bulldozer, enfin sa bulldozer samoane. Et du coup, vu comment personne est décidé de venir des coulisses pour défier tout simplement Umaga dans le ring, eh bien McMahon décide de faire un choix plutôt couillu, mais qui va plutôt bien servir, car il veut donner sa chance aux gars, n'importe quel gars dans le public. Donc ça peut être un vieil homme, ça peut être un jeune homme, même un petit garçon qui pourrait tenter sa chance, qui sait. Eh ben tout le monde lève la main, bien sûr McMahon préfère jouer avec l'attention du public pour nous teaser, ah ça va être toi, ça va être toi, ça va être toi. Ah en fin de compte, c'est enfin toi. Eh tu peux venir s'il te plaît. Donc en gros, cette personne, vous allez sûrement le connaître, il a été l'une des figures pyrangulaires
du côté PG de la WWE. Alors bien sûr, il n'a pas gagné des titres mondiaux, mais il a été l'une des figures majeures dans le côté comique et auquel plus tard il sera dans les Indies et notamment à la TNA Total Non-Stop Action Wrestling et qu'il est actuellement en tant que commissaire de la TNA. Donc je parle bien sûr de Santino Marella qui, euh, qui arrive et qui fait entre autres ses débuts officiels du côté de WWE, notamment du côté de Raw, alors qu'un temps il faisait des tests avec la VVE, notamment aller dans le club école de la OVW pour Ohio Valley Wrestling, auquel il jouait un personnage russe, alors qu'en vérité on sait que que Santino est canadien et qu'il arrive très bien à la perfection à faire des imitations, notamment dans les exécutions des prises et dans les mimiques. Donc il n'y a pas à dire chapeau pour Santino. Et là, il est accueilli en tant qu'Italien, alors qu'il n'est pas forcément italien. Bon, bien sûr, il est arrivé avec une chemise brune un peu dégueulasse, on va pas se mentir, et des chaussures rouges aussi dégueulasses qui font à peu près les mêmes couleurs des cordes du ring. Parce que oui, à l'époque, et ça c'est le seul truc qu'on regrette, c'est que à l'époque, du côté de Raw et de SmackDown, même de la ECW ou de NXT, ou j'en passe d'autres, ce qui était bien, c'est qu'au moins les shows avaient une identité. Par exemple, les cordes des rings de Raw, elles sont rouges et que maintenant on est viré au blanc. Pareil du côté de SmackDown, maintenant on sait qu'on est du côté blanc encore et encore, alors qu'à l'époque c'était corde bleue ou parfois corde noire, peu importe. Alors que du côté de la ECW c'était soit les cordes noires, soit les cordes grises. Et là maintenant, ce qui est chiant, c'est qu'on est toujours viré au blanc, encore et toujours. Et du coup, ça, je me dis, on dirait raw, mais ce n'est pas raw avec les couleurs qui ne sont pas adaptées, attribuées au show. Mais bon, faut dire maintenant, on est dans l'absence d'identité absolue et que il donne la chance à Santino de briller. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que le titre est en jeu. Et du coup, un coup que la cloche sonne, Santino Marella, il ne perd pas une seconde de temps. Il frappe encore et toujours Umaga, même s'il y a des moments où Umaga veut riposter mais qui se fait toujours contrer. Puis Vince McMahon interrompt le match et qu'il ajoute une clause à ce match, c'est que c'est un no DQ, donc un match où tout est permis, auquel il peut y avoir des interventions et des objets qui sont introduits dans le match sans être disqualifiés. Donc du coup, certes, il y a la nouvelle clause qui est ajoutée. Alejandro Estrada qui veut tout simplement provoquer Santino. Santino le renvoie sa provocation à coup de gifle. Même s'il se fait calmer par Umaga. Umaga le tabasse à tabac. Puis après à la fin, Bobby Lashley arrive et commence à maraver tout simplement Umaga. Même Alejandro... enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais il a bien su faire ça à Estrada, quoi. Donc voilà, il le tabasse. Et il tabasse même McMahon qui lui chope la chaise des mains et qui va tout simplement donner 3 coups de chaise au crâne de Umaga et qui va conclure avec un spear. Alors bien sûr à l'époque il faisait pas un spear en mode roulade, là il faisait un spear plutôt normal et correct. Alors que là c'est plutôt un spear en roulade qui était pas qui est pas tellement très joli, pardonnez-moi. Donc forcément, il va s'emparer de la carcasse de Santino qui va faire le tomber sur lui. Et du coup, c'est au compte de 3 que Santino Marella devient le nouveau champion intercontinental. Pardonnez-moi si j'avais un peu le hockey. Donc il devient le nouveau champion intercontinental, le IC. Et du coup, tout simplement, il a commis un miracle de Milan. Et du coup, il festoie avec le public. Jerry the King Lawler l'interview, lui et Bobby Lashley. Et du coup, ils sont contents. Les gagnants et les gentils ont enfin gagné. Et du coup, ils peuvent célébrer avec le public. Tout simplement. Donc, je poursuis encore. Là, cette fois-ci, on a Ric Flair et Carlito qui parlent de stratégie pendant leur match par équipe et auquel ils demandent d'être prêts.
auquel est-ce que ça va porter ses fruits? Spoiler un petit peu, mais pas trop. Donc, ceux qu'ils affrontent, Ric Flair et Carlito, c'est The World Greatest Tag Team, donc la plus grande équipe de tous les temps, Shelton Benjamin et Charlie Haas. Et du coup, dans le match, il y a eu ce qu'il y avait eu. C'était bien, mais un peu courette, je ne vais pas vous le mentir. Et ce n'est pas Ric Flair et Carlito qui remportent le match, mais bel et bien Shelton Benjamin et Charlie Haas. Et du coup, ce match-là, c'était un 3,10. Et je l'ai oublié pour le match entre Santino Marella et Umaga, c'est un 3,20. Voilà, comme ça, vous le saviez. J'aurais dû mettre un peu plus, je vais pas vous mentir, mais je me dis, après tout, c'était pas forcément énorme, mais c'était quand même un miracle tout de même. Et du coup, je le mets ça sans trop être aigri, tout simplement. Donc Maria Kanellis qui interview John Cena. Donc John Cena, il sait qu'il va affronter The Rated RKO, donc équipe composée de Randy Orton et de Cope, Adam Copeland, Edge, auquel il sait que ce sont un peu ses adversaires pour Backlash. Euh, je crois que c'était déjà passé, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, il n'en a pas terminé avec les Rated RKO et Shawn Michaels. Et bien sûr, Shawn Michaels arrive dans l'interview et qui nous dit ce qu'il a à dire auprès de John Cena, comme quoi il devrait, entre autres, surveiller ses arrières s'il ne veut pas se retrouver encore avec un autre switch and music qui lui arrive en pleine figure. Selon ses dires, donc voilà, l'avertissement est donné. Ensuite, un match très court entre Johnny TV, donc maintenant on connaît sous le nom de Johnny TV, du côté de CMLL, du côté de Ring of Honor et AEW, et qu'à l'époque, il se faisait tout simplement Johnny Nitro. Donc il se faisait seulement appeler Johnny Nitro, puis après, plus tard dans l'année 2007, John Morrison, qu'il affronte tout simplement Nick Dinsmore, donc Eugene, ou Eugène si vous préférez. Alors, match très court, auquel il y a eu ce qu'il y avait eu, et c'est Johnny Nitro qui bat facilement Eugene, et auquel pas besoin de trop en citer. Ensuite, maintenant, on a WWE Divas Fashion Show, donc qui a la plus belle tenue du show, vu comment on va nous montrer la fameuse architecture de l'Italie, notamment avec ses goûts de luxe, notamment Louis Vuitton, Gucci, Armani, Versace, Coco Chanel, et j'en passe de tout ce qui est marque de luxe auquel ça nous fait la plupart fantasmer. Et du coup, il y a les participantes que je vais vous citer. Candice Michel qui est habillée en petit ange, Victoria qui sera bientôt nommée Tara elle est habillée en robe blanche comme si on était dans un mariage ou comme si c'était une ange déchue. Mickey James qui est habillée en mode campagnarde, Maria avec un style un peu plus, certes un peu sexy mais discrète. Tori Wilson dans le même thème, mais avec le côté extravagant. Et Melina habillée en robe rouge, un peu courte, pour montrer à quel point elle veut se mettre en valeur, vu comment c'est elle la championne, et elle veut que ce soit la plus belle à présenter et être la plus grande vainqueuse de ce petit concours de Fashion Week façon italien. Et du coup, parmi ces femmes, qui va remporter ce petit concours, ce n'est ni Candice Michel, ni Victoria, ni Mickey James, ni Maria Kanellis, ni Tori Wilson, ni Melina, entre guillemets. Bon, à vrai dire, je vous ai un petit peu menti, hein. À part Candice Michel, Victoria, Mickey James, Maria et Melina qui ne remportent pas la victoire, c'est bel et bien Tori Wilson, hein, bien sûr, hein. Tout à l'heure, je m'étais un peu gouré, mais dans le sens où j'allais un peu essayer de vous mentir, mais ça ne marche pas trop. Donc du coup, c'est elle qu'elle remporte ce petit concours de Fashion Week Diva. Voilà quoi. Ça ne plaît pas à Melina, qu'elle pensait qu'elle s'était bien fait présenter en tant que championne et qu'elle méritait de remporter ce petit concours. Décide de s'en prendre à Tori Wilson et à plusieurs filles qui se battent aussi. Et du coup, ça nous rappelle à l'époque
où un certain Joey Styles, oui, commentateur de la ECW, qui disait ces fameux termes, et du côté de la France, notamment de Christophe Ajus quand il commentait les shows à la télévision, qui nous présentait et qui nous disait tout simplement Catfight, 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 et que maintenant ça ne passerait plus dans nos jours, alors qu'à l'époque c'était quelque chose. Mais bon, voilà ce que je pourrais en dire là-dessus. Ce n'est que, de toute façon, c'est pas un match, pas besoin de noter. De toute façon, il n'y a pas besoin de noter du tout. Donc maintenant, un match auquel il n'y a pas les titres par équipe qui sont en jeu. D'ailleurs, c'est un match 1 contre 1 entre Garrison Cade, ou plutôt Lance Cade, ou alors je pourrais dire Garrison Lance Cade, Lance Garrison Cade, bref, peu importe, vous savez qui il s'agit, Lance Cade, contre Jeff Hardy. Et du coup, les deux hommes sont accompagnés par leur équipe respective. Donc bien sûr Jeff Hardy par son frère, Matt Hardy dans les Hardy Boys, et Lance Cade avec Trevor Murdoch. Donc certes, les titres n'étaient pas en jeu. Le match était plutôt bon, il n'y a pas à dire. Bon, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'interventions, mais à l'époque, c'était pas des interventions trop abusives que maintenant. Disons qu'il y avait une distraction de Trevor Murdoch qui va permettre à Lance Cade de prendre l'avantage et de se remettre d'aplomb pour qu'il nous claque un Clothesline from Hell sur Jeff Hardy pour qu'il remporte le match. Alors que je m'attendais aussi à une victoire de Jeff Hardy, pour être honnête, mais malheureusement, c'est Lance Cade qui a le dernier mot et qui reparte victorieux de Milan, tout simplement. Donc ce match-là, 3,50. Et le match entre John Morrison et Eugene, je crois que j'avais dit que c'était 3. Ouais, parfois il m'arrive d'oublier, donc je préfère de rattraper le coup. Et enfin, Chris Masters contre The Super Crazy. Alors, il y avait des tas de bons trucs, notamment le côté high flyer de Super Crazy, qui veut à tout prix montrer que son côté aérien assez brut peut faire chuter quelqu'un qui est très terre à terre et très puissant tel que Chris Masters. Mais Chris Masters, seulement qu'il est tellement puissant, certes, il vend les offenses de Super Crazy, mais à la fin, c'est lui qui va remporter le match avec... il contre le Body Scissors pour effectuer une German Suplex. Alors que d'habitude, si je ne me trompe pas, Chris Masters, il en terminait avec sa Masterlock, que maintenant on appelle le Full Nelson ou Double Nelson. Bref, peu importe. Et du coup, 3,10 également. Il n'y a pas grand-chose à en citer. Ensuite, Randy Orton et Edge qui parlent de stratégie pour mettre à terre John Cena, pour le battre tout simplement, pour avoir une chance au titre. Et du coup, on a le main event de Raw, John Cena contre The Rated RKO. Donc Randy Orton et Cope, Adam Copeland, Edge. Bref, peu importe de qui il s'agit, vous savez, c'est la même personne. Match plutôt correct, même si le public était hyper partagé entre encourager et siffler John Cena et siffler ou encourager The Rated RKO. Donc c'était un peu kiff-kiff, 50-50, et que il n'y a pas trop forcément de trucs à dire, si ce n'est que à un moment donné, certes, John Cena va prendre l'avantage, mais il va se faire éliminer, entre guillemets, dans l'élan. Il va se faire éliminer dans l'élan à cause que on le tabasse à mort, donc Edge et Randy Orton. Oui, je dis parfois des bêtises, mais ce que je veux dire, en gros, il se fait calmer net. Et du coup, son élimination officielle, il n'y a pas, en fait, parce qu'il n'y a pas d'élimination. Je sais pas pourquoi j'ai sorti comme ça. Faut dire, il m'arrive de dire des trucs sans vouloir penser. Mais à un moment donné, certes, il va y avoir Shawn Michaels qui va venir dans le match. Alors bien sûr, pas forcément pour faire équipe avec Cena pour remporter la victoire. Non, non, non. Plutôt pour voir dans Lynx, si ce n'est que à un moment donné, John Cena il va être en fire, il va être dans son second souffle, il va effectuer son comeback sur Orton ou Edge, notamment des doubles coups de bélier, Shot Powerbomb, le Five Knuckle Shuffle accompagné de You Can See Me, tentative de FU, mais après cette tentative de FU, il me semble que Randy Orton va faire un dropkick sur Cena, et du coup Cena et Edge, ils tombent sur l'arbitre, du coup c'est un ref bump. Oui, forcément, c'est un ref bump. Ça va permettre à d'autres d'avoir des petites libertés.
notamment Shawn Michaels, mais notamment il va avoir Edge qui veut effectuer un spear sur John Cena, mais finalement il va se tromper, il va faire un spear sur Randy Orton et dire que cette équipe à l'époque, certes ils étaient plutôt très mal partis, mais ils continuent toujours à coopérer, si ce n'est que malgré les petites in- incompréhensions et les malentendus, ils essayent d'être soudés, mais pas pour très longtemps, hein. Si ce n'est que Edge effectue un spear sur Orton, Shawn Michaels qui va faire un switch de musique sur John Cena, mais qui va viser tout simplement Edge, et ça va permettre à John Cena d'effectuer un FU sur Shawn Michaels, et qui va tout simplement se coucher sur la carcasse de Randy Orton pour effectuer le compte de 3 pour la victoire. Et du coup, c'est John Cena qui remporte le match, et du coup, ce match, il me semble que je l'avais déjà vu, mais j'ai complètement oublié la note globale et auquel je m'en excuse, hein, mais tout ce que je sais, c'est victoire de Cena et que c'est un 3,70. Donc vous avez compris, 3,70. Et maintenant, je passe du côté de la ECW. Alors, du côté de la ECW, on ouvre le show avec The New Breed qui nous présente un nouveau membre. Donc tout d'abord dans The New Breed, on a le leader, Elijah Burke, qui sera plus tard sous le nom de The Pope d'Angelo Dinero. The Alpha Male Monty Brown, connu sous le nom de The Alpha Male Marcus Corvon. Oui, il était à la WWE, ne me demandez pas pourquoi. Matt Striker, Kevin Thorne, qu'à l'époque il se faisait appeler Mordecai, accompagné par Ariel. Et voilà tout. Alors oui, je sais pourquoi du côté de la WWE, ils ont fait venir Monty Brown à l'époque. Disons, après une expérience un peu ratée du côté de la TNA, il a voulu s'essayer à la WWE, mais même du côté de WWE, ça n'a pas forcément marché. Donc dommage pour lui. Et du coup, le nouveau membre, c'est tout simplement CM Punk, qui est accueilli dans le New Breed. Et du coup, forcément, il n'a pas eu d'autre choix que de les rejoindre, même si Rob Van Dam s'oppose, qu'il ne rejoint pas cette équipe de tocards. Et que Elijah Burke nous dit tout simplement, puisque c'est ainsi, je veux t'affronter dans le main event de la ECW. Et pourquoi pas. Et du coup, le match était annoncé. Du coup, je vais passer au match très rapide. Donc, du coup, il y a Gene Snitsky, bien sûr, Snitsky contre anciennement The Little Guido, anciennement James Maritato, mais bien sûr sur le nom de Nunzio. Donc là, on pourrait dire que c'est un match plutôt facile pour Snitsky de battre Nunzio, et pourtant il va se laisser un tout petit peu dominer par Nunzio jusqu'à ce que le monstre, l'ogre Snitsky, va commencer à dépecer Nunzio et notamment à le battre. Donc voilà, c'est tout simplement victoire de Gene Snitsky et que c'est un 3,10, tout simplement. Ensuite, Elijah Burke et CM Punk qui parlent en backstage, notamment en ce qui concerne The New Breed. Et on a un match par équipe entre The New Breed, donc The Alpha Male, Monty Brown, Marcus Corvon, et Kevin Thorne, accompagné par Ariel, contre les Extreme Championship Wrestling OG, donc la ECW Originals, équipe composée de The Sandman et Tommy Dreamer. Et ce que je pourrais en dire là-dessus, c'est que certes, The New Breed était un peu bien parti au début pour terrasser les anciens, mais à la fin, faut pas trop déconner, c'est les anciens, les vieux briscards, certes, qui sont un peu blessés, dans le sens auquel ils sont un peu très mal en point, mais qui continuent toujours, parce qu'après tout, les légendes ne meurent jamais, et qui battent tout simplement The New Breed. Et oui, quoi demander de plus, quoi demander de moins. Et du coup, ce match-là, ça a été un 3,5, parce qu'il était plutôt pas mal, mais voilà tout. Ensuite, CM Punk et Matt Striker qui parlent en backstage, encore. Bobby Lashley qui nous introduit le tout nouveau champion intercontinental de la WWE, Santino Marella, qui va effectuer une promo pour être reconnaissant au public de Milan. Et voilà, si ce n'est que il explique son fameux exploit de battre Umaga et qu'il en est absolument fier, et je le comprends. Voilà tout. Ensuite, The New Breed en backstage. Ok, c'est pas très intéressant. Rob Van Dam contre tout simplement Elijah Burke dans le main event de la ECW. Et oui, comme quoi ça part très vite. Et auquel match plutôt bon.
auquel au début il n'y a pas eu d'intervention, jusqu'à ce qu'il y a CM Punk qui est à l'extérieur du ring et qui regarde l'action de plus près. Donc bien sûr, à un moment donné, c'est sûr que Elijah Burke a l'avantage sur Mr. Monday Night, Mr. Pay-Per-View, donc Rob Van Dam, et auquel, certes, il le marave, puis après, c'est au tour de Van Dam à le maraver, quoi. Et à un moment crucial dans le match, un coup qui a, je crois, une distraction de l'arbitre ou un ref bump, c'est à cet instant-là auquel ça va permettre à CM Punk de donner une chaise soit à Elijah Burke ou à Rob Van Dam. Alors du coup, il veut donner la chaise à Elijah Burke, mais on sait tous qu'il a fait exprès, qu'il a glissé la chaise sur Rob Van Dam pour qu'il s'en empare et qu'il effectue sa Van Daminator pour bien sûr derrière effectuer un 5-star frog splash pour la victoire. Donc du coup c'est Rob Van Dam qui clôture le show ECW en bonne et due forme. Donc voilà, ce que je pourrais dire à ce match, c'est un 3,50 auquel c'était sympa mais sans plus. Et maintenant je passe du côté de SmackDown auquel ça va partir crescendo avec le match entre Dave Batista, donc Batista contre Dave Finlay, ou Finlay tout simplement. Alors, dans un match qui était censé être bon, vraiment bon, et auquel, certes, il y a eu des tas de moves, notamment les moves de Finlay, et surtout les big moves de Batista, quand il effectue des spinebusters, des spears, et des running power slam en tout genre, et nous teaser également sa fameuse Batista Bomb, qui devait être teasée, mais qui ne passera pas, à cause que le vétéran Finlay, rusé petit guedon, a senti le danger arriver, et qu'il a préféré s'en écarter au plus vite, même s'il se fait encore tabasser par Batista. Forcément, il va y avoir intervention de Mr. Kennedy qui va tout simplement donner la victoire à Batista et causer une défaite pour Finlay, mais ça c'est pas forcément grand chose vu comment ils étaient sûrs et sur le point de tabasser Batista pour de bon. Donc ils l'ont tabassé encore et encore jusqu'à ce qu'il laisse Batista totalement KO. Pourtant je m'attendais que Batista les mette tous les deux KO, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Donc vous avez compris, victoire par disqualification pour Batista et auquel je lui mets un 3,40. Je m'attendais un petit peu à mieux, mais dommage. Ensuite, on a Gillian Hall qui va commencer à chanter faux devant le public et auquel on se dit ah putain, elle nous brise les oreilles jusqu'à ce qu'on soit sauvé par Michelle McCool, qu'elle décide de nous sauver de ce spectacle infâme avec Gillian Hall. Donc voilà, ça s'arrête ici. Puis on a un match pour les titres par équipe de SmackDown de la WWE entre Deuce et Domino contre Brian Kendrick et Paul London. Alors, vu comment on a un peu l'opposé du style et l'opposé vestimentaire également, disons que Brian Kendrick et Paul London, c'est deux jeuneaux qui ont un peu les mentalités de vétérans et qui montrent à quel point ils sont très cool en tant que babyface. Alors que du côté des Heels, donc Deuce et Domino, eux ils ont un style un peu années 90, enfin 90, non pas 90, 70, donc années 70. À l'époque où le film c'était Graze, un film composé avec John Travolta et Olivia Newton-John, pour ceux qui s'en rappellent, parce que moi je m'en rappelle très 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 bien. Donc moi c'est vrai que je me disais que ça serait sûrement Brian Kendrick et Paul London qui conservent les titres haut la main, mais en fin de compte on a été surpris, parce que oui, même à l'époque j'étais un petit peu surpris quand je regardais encore ça à la télé. Enfin, quand c'était à la télé, maintenant ce n'est plus le cas, maintenant c'est Netflix, et auquel on n'a pas d'autre choix, quoi. Donc ce ne sera pas Paul London et Brian Kendrick qui remportent le match, mais bel et bien Deuce et Domino qui vont faire un enchaînement à deux. Il me semble que l'un des deux va faire un spinebuster et l'autre, je crois, une descente de la cuisse en faisant un slingshot. Donc slingshot, descente de la cuisse. Enfin slingshot leg drop, quoi. Et du coup, c'est grâce à ce manœuvre-là que Deuce et Domino deviennent les nouveaux champions par équipe du côté de SmackDown. Donc si je résume bien, du côté de Raw, on a eu un changement de titre, donc Umaga a été défait par Santino Marella. Et du côté de SmackDown, eh bien, Paul London et Brian Kendrick ont été détrônés par Deuce et Domino pour les titres par équipe. Deux changements de titre.
et ça s'arrête ici, hein. Mais on sait tous que le show n'est pas terminé. Donc Raw Reborn, donc on nous a montré les résultats de Raw avec Santino Marella qui a créé le miracle de Milan. Même du côté de la ECW, on nous a montré les images. C'est un peu du papier collé, ça je le reconnais. Puis match handicap avec Kane, bien sûr Glenn Thomas Jacobs, contre William Regal et Dave Taylor. Alors là, on pourrait se dire, pourquoi ? Est-ce que c'est pour mettre en avant Kane pour son côté monstrueux, donc la machine monstrueux rouge, contre les deux expérimentés, les deux anciens, enfin les deux Britanniques, quoi, William Regal et Dave Taylor. Certes, ils ont voulu faire une solidarité à la anglaise, même s'ils vont se faire maraver par Kane, donc il est marave, à tel point que en plein match, ils décident tout simplement de partir parce que vu comment c'est très mal parti pour eux, ils ont décidé d'utiliser la tactique du lâche, c'est-à-dire partir aussi vite possible. Et du coup, forcément, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que victoire de Kane par décompte extérieur? Et oui, c'est bien Valo. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire Alors, pour le match par équipe, je ne sais pas si je l'ai noté, mais 3,5. Et le match Kane contre William Regal et Dave Taylor, 3,20. Ensuite, on a Teddy Long qui est là, qui nous présente sa fiancée, qui a fait des petites courses shopping, auxquelles je crois que c'est à cette époque-là auquel ils organisent leur cérémonie de mariage pour l'histoire de célébrer leur cérémonie et de se faire des petites gâteries, entre autres. Mais bon, je préfère passer cela si ce n'est que maintenant, c'est le main event de SmackDown. The Undertaker, Mark William Calloway bien sûr, contre Mr. Ken Kennedy, qui sera plus tard du côté de la TNA, Mr. Ken Anderson. Alors, disons, un bon main event, mais est-ce qu'on va être gâché comme au début du show SmackDown avec une intervention et que ça finit par une victoire par disqualification, intervention, j'en passe et d'autres? Eh ben spoiler, oui. Après qu'il y a eu des bons échanges entre l'Undertaker et Kennedy, notamment parfois quand Kennedy a des offenses et qui préfère partir au charbon malgré que la mort l'attend, même si la mort en soi, donc l'Undertaker, il se défend, il prouve à quel point il existe et que c'est pas un petit gars comme Kennedy qui va réussir à tout simplement le mettre à terre si facilement. Donc il était presque sûr d'en finir, notamment avec un chokeslam et tentative de tombstone pile driver, mais il va y avoir intervention de Finlay et du coup ça va causer une disqualification par intervention. Donc c'est l'Undertaker qui remporte le match et pendant ce temps-là, Kennedy qui attaque en traître et Finlay qui fait le boulot avec Kennedy. Donc les deux s'associent pour détruire encore un monstre. Donc ça fait l'animal et l'homme mort qui se font tout simplement maraver par un Irlandais et quelqu'un qui a la langue bien pendue. Et je parle bien sûr de Kennedy. Donc je m'attendais à mieux. Et pour le coup, le match c'est un 3,60. Alors que du côté de Raw, je pense que je l'ai dit, c'est 3,70. Et ça s'arrête ici. Du coup, je me dis, ah bon, il n'y a pas de suite à tout cela? C'est un petit peu dommage, mais ça s'arrête là. Donc du coup, moi, j'en ai terminé avec WWE Live in Italy, Raw, ECW et SmackDown de l'époque 2007, et auquel tout ce que je peux dire, les matchs, les segments promo, les interviews et l'ensemble, je lui mets un bon petit 4. Et du coup, je m'arrête tout simplement ici, parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire, si ce n'est que si jamais j'aurai d'autres vidéos à en proposer, je le proposerai. Là, pour l'instant, je m'arrête ici, et auquel, je sais, dans pas très longtemps, il y a Catch Legend, du côté de Superstar Wrestling, qui seront de retour à Charleroi pour tout simplement nous proposer un show 100% belge, le plus fou, le plus beau de tous les temps. Voilà tout. Maintenant, je m'arrête ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous a énormément bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bye bye tout le monde. Salut, salut. Donc voilà. Et à plus tard. Oui, je sais, je vais conclure parce qu'il faudrait que j'arrête de trop durer le suspense.